Bienvenue à Boost et à la série des webinaires pour le Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Mon nom est Mireille Cyr et je vais présenter le webinaire aujourd'hui avec Daniel Nadeau. Avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. La présentation va être en français et en anglais. N'hésitez pas à télécharger la présentation en cliquant sur Documents sur la droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite. Cliquez sur Messagerie et écrivez votre question aux participants sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment pendant la présentation. Si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité des participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité des personnes. Pour les participants qui écoutent en anglais, cliquez en bas à gauche de votre écran parce que je vais faire les deux présentations vont être en français. Pour écouter en anglais, cliquez Floor, sélectionnez en bas à gauche et vous pouvez sélectionner l'anglais. Je vais commencer la présentation maintenant. Pourquoi avons-nous besoin d'un protocole NICHD revisé? Donc, mon nom est Mireille Cyr et je suis professeure à l'Université de Montréal et je travaille avec la Fondation Marie-Vincent au Québec. Durant cette présentation, je vais d'abord vous parler du protocole du NICHD. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un protocole qui a été développé au National Institute of Child Health and Human Development. Je vais comparer la version originale avec la nouvelle version revisée. Je vais vous donner des exemples de ces changements. Et à la fin, je vais vous présenter certaines données, résultats de recherche concernant l'efficacité de la version révisée. Alors, le protocole du NICHD a été développé par Michael Lamb et ses collègues à la fin des années 90 et a été depuis fort utilisé. Un livre a été publié en 2008 pour présenter le protocole. L'objectif était de traduire les recommandations issues des recherches en des étapes opérationnelles qui augmentaient la probabilité d'obtenir des informations complètes et exactes. Alors, la première version du protocole était donc centrée sur les capacités cognitives des enfants, donc pour être capable de tenir compte des capacités des enfants sur le plan de la mémoire, de leur suggestibilité, mais aussi de leur capacité au niveau du langage. Ces objectifs ont largement été atteints puisque plusieurs études ont montré que le protocole permettait d'augmenter la quantité de détails auprès des enfants plutôt que l'utilisation d'autres méthodes traditionnelles, permettait aussi d'augmenter le taux de dévoilement de la part des enfants d'environ 10% et d'augmenter les questions ouvertes qui étaient demandées par les intervieweurs, donc garantissant ainsi des détails de meilleure qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas le protocole, je voudrais juste ajouter que c'est un protocole qui est structuré, dont les étapes à suivre sont clairement identifiées, de même que le type de questions à demander. Alors, la réalité du terrain nous montre par ailleurs qu'un nombre important d'enfants ne dévoilent pas, donc autour de 34% dans certaines études. Et au Québec, dans une étude que nous avons menée, on observait que sur 116 enfants, 22% n'avaient pas révélé au moment de l'audition, donc n'avaient pas fait de déclaration aux policiers.
Si on regarde qui sont ces enfants, 61% avaient moins de 6 ans et 81% avaient moins de 7 ans. Dans notre étude, on n'avait pas de différence entre les garçons et les filles, alors que certaines études ont démontré que les garçons sont plus résistants et tendent moins à dévoiler. Par ailleurs, vous ne serez pas surpris si je vous dis que dans les cas extrafamiliaux, on avait plus souvent de révélations que dans les cas intrafamiliaux. Donc, cette réalité-là du terrain fait en sorte que les intervieweurs se retrouvaient souvent en difficulté avec les enfants qui étaient réticents ou résistants. On a aussi observé dans ces études-là qu'il y avait peu d'énoncés de soutien pendant les entrevues et que si des énoncés de soutien étaient présents, ils n'étaient pas contingents aux besoins des enfants, c'est-à-dire que les enfants n'étaient pas rassurés au moment où ils pouvaient présenter des signes d'anxiété ou de résistance. La recherche indique aussi que les enfants qui ne parlent pas sont résistants dès le début de l'entrevue, ce qui laisse suggérer qu'il faudrait intervenir très tôt dans l'entrevue pour contrer ces difficultés. Alors, l'objectif du protocole du NICHD revisé était de tenir compte de ces aspects motivationnels et relationnels chez les enfants afin d'aider les enquêteurs à disposer de plus d'outils pour faire face à ces réalités. Donc, il a été développé sur la base de plusieurs études ayant regardé la dynamique des entrevues lorsque les enfants étaient résistants ou ne révélaient pas, de même que les caractéristiques des enfants et des intervieweurs. Donc, quelles sont les différences entre les deux versions? Du côté gauche de l'écran, vous voyez la version originelle du NICHD et du côté droit, on a la version qui est revisée. Je vais d'abord vous présenter les modifications qui ont été faites au niveau de la structure du protocole, donc au niveau des étapes. Et par la suite, je vais revenir pour chacune des étapes, vous indiquer de façon plus précise ce qui a été modifié et des exemples de ces modifications-là. Donc, au départ, le protocole standard avait une introduction où on présentait entre autres les caméras et leurs fonctions. Ceci a été conservé, mais on a ajouté aussi un accueil, donc une bienvenue à l'enfant qui n'était pas présent. Par la suite, dans le protocole standard, on avait les règles de communication qui étaient suivies d'une étape pour bâtir la relation de travail. Et dans le protocole revisé, ces deux étapes-là ont été inversées. Donc, on commence par travailler sur la relation de travail et on a aussi ajouté des questions qui visent plus spécifiquement les émotions. Par la suite, on procède aux règles de communication dont l'ordre a été modifié par rapport au protocole original. Par la suite, dans les deux protocoles, on passe à l'entraînement à la mémoire épisodique. Ensuite, lors de la transition vers les contenus déclaratifs, dans le protocole revisé, on a ajouté beaucoup de contenus visant à offrir du soutien aux enfants. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. On a aussi prévu qu'après un certain nombre d'essais avec les enfants, la transition se fait à l'aide d'une dizaine de questions qui vont de questions non suggestives vers des questions plus suggestives. Donc, après un certain nombre de ces questions-là, le protocole revisé propose d'arrêter l'audition, étant donné la résistance de l'enfant, et peut-être de prévoir des entrevues supplémentaires, ce dont Daniel va vous parler tout à l'heure avec un projet en cours qui est en cours à Québec. Par la suite, c'est l'investigation des événements. Donc, dans le protocole revisé, on continue de le faire de la même façon que dans le protocole original. Et le protocole se termine en allant chercher des informations au niveau du dévoilement et en remerciant l'enfant en fermeture pour le travail qu'il a effectué. Alors, si on reprend dans la partie prédéclarative,
Si on reprend l'introduction, ce qui s'ajoute à la version révisée, c'est un moment d'accueil, de bienvenue et d'indiquer qu'il y a des caméras et des microphones qui sont en train d'enregistrer l'entrevue, si cela s'applique. Évidemment, il est fortement recommandé d'enregistrer et de filmer ces entrevues-là. Donc, par exemple, on va dire bonjour, vous voyez, c'est marqué prénom de l'enfant et vous allez le retrouver systématiquement dans plusieurs interventions. Pourquoi? Parce que la recherche nous a démontré que le fait d'utiliser le prénom de l'enfant capte l'attention de l'enfant, donc l'enfant entend mieux la question et conséquemment donne plus de détails ou participe mieux. Alors, dans ce cas-ci, je vais utiliser le prénom de Marie. Donc, bonjour Marie, je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Comment vas-tu? On va poursuivre avec je m'appelle, donc Mireille Cyr, et mon travail est de parler aux enfants. Es-tu à l'aise? Donc, on revient une deuxième fois pour s'assurer que l'enfant se sent bien. Si ce n'est pas le cas, selon la réponse, bien évidemment, on va prendre du temps pour s'occuper de l'état de l'enfant. Par la suite, donc, on passe à la création de la relation de travail et à un premier entraînement narratif. Donc, comme par le passé, avec la version originale, on va demander à l'enfant de parler des choses qu'il aime faire et on va ajouter à ça quelque chose d'agréable qui s'est passé à l'école ou à la garderie et par la suite quelque chose de désagréable à l'école ou à la garderie. Alors, l'objectif avec l'ajout des émotions, c'est vraiment que la recherche a montré que les détails associés à des émotions sont beaucoup plus riches parce que ces événements-là sont mieux enregistrés dans la mémoire. Et on se rendait compte que dans les entrevues, les enfants parlaient très peu et parfois pas du tout de leurs émotions. Donc, le fait d'introduire à ce stade-ci, de les faire parler de quelque chose d'agréable et de désagréable, risque d'augmenter la probabilité que les enfants fassent part spontanément de leurs sentiments lorsqu'ils nous racontent l'agression qu'ils ont subie. Alors, comme exemple de soutien qu'on peut offrir durant cette période pour créer la relation de travail, on pourrait dire à l'enfant: merci de partager cela avec moi, ça m'aide à mieux te connaître, ou encore: je suis contente, je commence à en apprendre un peu plus sur toi. Si on voit dès cette étape-là, et normalement ça devrait être visible dans les cas où il y a beaucoup de résistance, de la résistance de la part des enfants, si on n'a pas de contact visuel, on pourrait faire l'intervention suivante: Marie, laisse-moi voir tes yeux. Ou encore: Marie, je vois que tu es silencieuse. Dis-moi ce qui se passe et je vais pouvoir t'aider. Donc, on a des suggestions de soutien à offrir à ce stade-ci. En ce qui concerne la phase prédéclarative, l'étape suivante, c'est d'expliquer les règles de communication et de les pratiquer. La recherche a clairement démontré que le fait de pratiquer les règles apportait plus de chances que les enfants les utilisent. Donc, on ne veut pas juste les énoncer, on veut aussi les pratiquer. L'ordre a été changé, donc on commence par dire aux enfants de nous dire s'ils ne comprennent pas les questions, s'ils ne savent pas la réponse, qu'ils ont le droit de dire qu'ils ne savent pas, qu'il est important de corriger l'enquêteur si on fait une erreur en reprenant leur discours, et on termine en rappelant l'importance de dire la vérité aujourd'hui. Alors, l'objectif poursuivi avec ces règles de communication, c'est de contrer la suggestibilité naturelle des enfants. L'étape suivante, c'est la pratique de la mémoire épisodique. Alors, l'objectif qui est ici poursuivi, c'est de faire apprendre la tâche d'un récit libre à l'enfant avec sa mémoire de rappel et aussi de lui faire comprendre les questions d'invitation. Ces questions d'invitation ne sont pas utilisées dans la vie de tous les jours par les parents et par les adultes qui entourent l'enfant. Donc, la pratique vise vraiment à avoir un temps où l'enfant peut entendre ces questions-là et les comprendre. Et si ce n'est pas le cas, on peut lui expliquer de quelle façon cela fonctionne. C'est important de retenir que cette pratique, la mémoire, doit être assez courte, c'est-à-dire ne pas dépasser 5 à 7 minutes, parce que sinon, particulièrement pour les plus jeunes enfants, on les fatigue et donc ils ont fournissent moins
de temps et d'énergie durant la partie déclarative. Alors, pour savoir combien de temps consacrer, on veut regarder évidemment la qualité de la réponse, le niveau de confort de l'enfant avec les questions et son sentiment de compétence. De façon plus spécifique, les étapes de la pratique de la mémoire, c'est d'aller chercher une histoire, un récit libre sur un événement agréable, par exemple une fête d'anniversaire à laquelle l'enfant a participé, du début jusqu'à la fin, et pour soutenir l'enfant jusqu'à la fin de son récit, c'est-à-dire jusqu'à temps que la fête s'arrête, on utilise des questions et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a le récit complet, on veut faire un minimum de 3 segmentations d'invitation avec segmentation de temps. Donc, tu vois tout ce qui se passe quand tu arrives chez ton ami jusqu'à temps que vous commenciez à jouer, par exemple, en se basant sur le contenu donné par l'enfant. Ensuite, on veut faire un minimum de 3 invitations avec des indices. Donc, parle-moi plus du gâteau d'anniversaire, parle-moi plus de jouer avec tes amis. Et dans cette pratique de la mémoire, on ne veut pas utiliser de questions directives comme les où, quand, comment, avec qui, puisqu'on veut surtout pratiquer l'enfant à nos questions d'invitation qu'il ne connaît pas, alors qu'il connaît, que les enfants connaissent et sont capables de répondre à des questions directives. La transition vers les contenus déclaratifs se fait à l'aide de 10 questions qui sont proposées et la version revisée comprend de nombreuses suggestions situées à des moments clés pour aider l'intervieweur à composer avec la résistance. Alors, par exemple, on pourrait dire à l'enfant, Marie, je veux vraiment savoir quand quelque chose est arrivé aux enfants, c'est pour ça que je suis ici. On pourrait aussi dire, Marie, ici les enfants peuvent parler des bonnes choses et des mauvaises choses qui leur sont arrivées. Donc, si on voit que l'enfant ne répond pas aux invitations visant à obtenir le contenu déclaratif, on peut utiliser ces énoncés de soutien. On peut aussi dire à l'enfant, tu m'as dit beaucoup de choses sur toi, je sens que je te connais mieux et que tu peux me dire plus sur les choses, les bonnes choses, les mauvaises choses qui te sont arrivées. Si on a vraiment des preuves indépendantes qui suscitent nos soupçons qu'une agression a été commise, on pourrait utiliser des interventions qui sont un peu plus suggestives, comme par exemple, Marie, les gens sont inquiets pour toi et je veux savoir si quelque chose t'est arrivé. Ou encore, Marie, si quelque chose t'est arrivé que tu veux que ça arrête, tu peux m'en parler. On pourrait aussi utiliser Marie, qu'est-ce qui t'arriverait si tu me le disais? Ou Marie, est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas m'en parler? On pourrait aussi dire des fois, les enfants pensent que si quelque chose leur arrive, c'est de leur faute. Mais les enfants ne sont pas responsables des choses qui leur arrivent. Si jamais l'enfant nous disait clairement, ça arrive parfois qu'il ne veut pas nous parler, donc il sait de quoi on voudrait, le sujet qu'on voudrait aborder, mais qu'il ne veut pas nous en parler, on pourrait utiliser une ou plusieurs des interventions suivantes. Marie, je comprends que tu as honte de m'en parler. Commençons à en parler, je vais essayer de t'aider. Ou encore, Marie, je comprends que tu as peur de me parler de ce qui est arrivé. Parle-moi plus de ça. Alors, les recherches qui ont été faites sur la version révisée du protocole nous indiquent qu'on obtient un taux de révélation de 18 plus élevé en contexte intrafamilial qu'avec le protocole standard. Donc, ceci est quand même un taux très élevé, 18 de plus, dans les conditions qui sont les plus difficiles parce que les enfants sont beaucoup plus réticents à se livrer lorsque les agressions ont été subies, ont été faites par des membres de la famille. Donc, le protocole, de ce point de vue-là, semble atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de mieux composer avec la résistance des enfants en leur offrant plus de soutien et en prenant peut-être un peu plus de temps pour créer la relation de travail avec eux. Les autres résultats des études qui ont été conduites, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce protocole-là a été testé
avant d'être diffusé. Donc, on s'est assuré qu'il fonctionnait bien et qu'il n'amenait pas plus de suggestibilité de la part des enquêteurs ni des enfants. Donc, ce qu'on a observé aussi dans ces études-là, c'est qu'on obtient plus de soutien dans les entrevues qui sont faites avec la version revisée que dans la version standard, à tout le moins pour la partie prédéclarative et aussi dans la partie de la transition vers les contenus déclaratifs. Toutefois, la recherche montre qu'on n'a pas plus de soutien dans la partie déclarative, alors qu'il pourrait être souhaitable pour cette étape-là aussi d'avoir régulièrement des phrases pour motiver et encourager les enfants, comme « tu me dis beaucoup de choses, ça m'aide vraiment à comprendre » ou « je vois que tu travailles fort et ça m'aide à comprendre ce qui est arrivé ». Donc, idéalement, on souhaiterait vouloir avoir un peu plus de soutien à cette étape-là aussi, mais on peut penser que les enquêteurs sont peut-être trop concentrés à aller chercher les éléments de preuve et à formuler leurs questions pour être capable de gérer en même temps la relation. On a observé aussi que le fait que les enfants soient moins résistants avec la version révisée permet d'augmenter de 32% la quantité de détails. Donc, je pense que c'est un plus important de cette version révisée-là que d'avoir accès à plus d'informations de la part des enfants. Et on note aussi qu'il y a un peu plus d'émotions qui sont rapportées dans la partie déclarative spontanément par les enfants. Et donc, on obtient aussi un peu plus de détails de la part des enfants. Donc, pour ceux qui sont intéressés ou qui voudraient approfondir la version du protocole niche revisé, si vous parlez français, je vous invite à consulter l'ouvrage que j'ai publié chez Duno, « Recueillir la parole de l'enfant témoin ou victime », dans lequel le protocole revisé est présenté et expliqué de façon détaillée. Et pour les personnes parlant anglais, de consulter le dernier ouvrage de Michael Lem et ses collègues, « Tell Me What Happened? Questioning Children About Abuse ». Voilà. Alors, j'ai terminé ma présentation. Je vais regarder s'il y a des questions. On a un certain temps pour les prendre et je vais pouvoir y répondre. Okay. Si vous avez des questions, je peux vous laisser quelques minutes pour les écrire maintenant. Je comprends que la présentation, bien qu'elle était très brève, était suffisamment claire. Alors, si vous pensez à d'autres questions quand on va commencer l'autre partie, n'hésitez pas à les ajouter. Puis je pourrais peut-être y répondre à la fin. Alors, sur ça, je vais céder la parole à Daniel Nadeau, qui va poursuivre la seconde partie de la présentation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Mireille. Pendant que je vous souhaite la bienvenue, je vais aller à mon tour faire le partage d'écran de ma présentation. C'est mon jour de chance aujourd'hui avec le télétravail. Ils ont décidé de tondre la pelouse autour du condo, donc j'espère que ça ne se reflètera pas dans mes écouteurs. Alors, quand je vois toutes les fenêtres, normalement, je crois qu'on devrait y arriver. Est-ce que, Mireille, tu peux me dire si j'ai bel et bien partagé correctement? Oui, je le vois. Parfait. Alors, je suis très heureuse de vous présenter le projet d'entrevue d'investigation étendue que nous avons développé au CIAM, le Child Advocacy Center de la Ville de Québec. Je suis chercheuse institutionnelle, comme vous pouvez voir sur la description de la première diapo. Et je dois mentionner que le projet dont on va discuter ici a pu être réalisé grâce à la collaboration de nombreuses personnes,
dont Sandra Labrec, qui est enquêteur de police, qui possède des dizaines d'années d'expérience en matière d'entrevues d'investigation et d'enquête criminelle qui impliquent des enfants, et bien sûr Mireille. Sandra est également instructrice à l'École nationale de police. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement l'équipe de projet et les besoins de la clientèle sous-jacents à la pertinence du programme lui-même. Ensuite, on va se concentrer sur quelques-unes des particularités du cadre d'organisation des services en protection de l'enfance au Québec, quelques-unes seulement, là, soyez pas inquiets, mais quelques-unes qui sont un peu différentes des milieux de common law, d'où ont émergé initialement les CACs, ou les Child Advocacy Centers. Donc, ce sont des petites différences qui nous ont demandé d'adapter les modèles. Mais je vais insister surtout sur la façon dont nous avons géré ces différences, justement. Et donc, vous parlez des réalités cliniques, mais surtout sur la façon dont on a adapté les recettes de programmes d'Extended Forensic Interview qui existaient dans les autres juridictions et qui avaient fait leurs preuves. Ainsi, le but essentiel de notre projet est d'adapter à notre système de soins et services les processus qui vont permettre à nos policiers enquêteurs de mener ce que nous avons appelé en français les entrevues développementales, et je mets ça entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un mot français, mais c'est la simili-traduction que nous avons faite de developmentally sensitive. Donc, les entrevues d'investigation étendues sur plus d'une séance d'entretien avec les enfants lorsque requis. Et cela dans le but de développer des pratiques davantage sensibles aux traumas et aux besoins des enfants. On va parler d'entrevues développementales ou developmentally sensitive car nous nous sommes inspirés entre autres du programme SAFE à Toronto. Bien sûr, l'entrevue unique demeure la règle en droit canadien surtout. Mais le programme vise à offrir à certaines jeunes victimes qui ont des besoins spéciaux plus d'une chance de divulguer. Le tout dans un contexte où il faut préserver tant en fait qu'en apparence la qualité et la crédibilité des déclarations recueillies, tout en aidant l'enfant par une perspective plus sensible au trauma. Nous avons donc ici déjà deux des trois éléments essentiels à prendre en compte dans l'élaboration de notre programme. Premièrement, le fait que les entrevues d'investigation auprès des enfants au Québec doivent être menées obligatoirement par des enquêteurs de police, formés et accrédités avec le protocole NICHD. Ces enquêteurs ont de plus une formation universitaire de premier cycle et une certification spéciale pour enquêter sur les affaires d'agression sexuelle. La seconde caractéristique à considérer est que dans les zones urbaines, les corps de police ont des équipes dédiées aux affaires d'agression sexuelle ou de crimes contre les enfants, alors que dans les zones plus rurales, les policiers enquêteurs, même certifiés en agression sexuelle, demeurent des généralistes qui doivent aussi enquêter sur toutes sortes de crimes. Au sein du territoire couvert par notre CAC, on avait donc les deux types de réalités d'organisation de services policiers. Il fallait trouver un modèle qui s'adapte à ces deux réalités. C'est un sérieux défi à relever, surtout en regard de l'expertise spécialisée nécessaire pour réaliser les entrevues médicaux ou psycho-légales étendues, doublées au contexte de rareté des ressources. Le modèle devait donc permettre en toute équité à la fois de concentrer et de partager adéquatement et au bon moment l'expertise spécialisée requise. Je m'excuse si je ris, mais j'entends des gros moteurs de tondeuse en même temps que je vous parle. Vive le télétravail. Donc, on a relevé le défi en impliquant une équipe de projet composée de chercheurs, de l'agente de liaison ou la Child Advocate du SIAM et des représentants des 3 corps de police œuvrant sur le territoire du SIAM, de même que des 2 agences de protection de l'enfance, des représentants du bureau du procureur général et des avocats du contentieux jeunesse, tous partenaires du SIAM. Alors, vous me direz, pourquoi ces acteurs en particulier? Parce que ces partenaires spécifiques sont tous obligés de coordonner leurs efforts d'enquête et de prise en charge dans les situations d'abus sexuels, d'abus physiques ou de négligence grave en fonction d'étapes convenues au préalable, conformément aux dispositions d'un protocole interministériel en vigueur au Québec depuis le début des années 2000 et appelé l'entente multisectorielle.
Ce qui nous amène au troisième paramètre qu'il fallait absolument considérer avant de mettre en place le projet. Le fait qu'une entrevue d'investigation étendue doive aussi s'inscrire dans la trajectoire actuelle existante du SIAM, qui repose sur les étapes d'intervention prévues à l'entente multisectorielle. Ainsi, pour que notre projet soit viable, les services rendus dans le cadre de l'entrevue étendue doivent être fournis de manière intégrée et ne peuvent reposer uniquement sur les épaules de l'enquêteur responsable du dossier ou de la personne qui interroge l'enfant. À cet égard, nos processus partagent beaucoup de similitudes avec ceux développés dans les juridictions nordiques au sein des modèles Barnahus. OK, donc 3 caractéristiques importantes sur lesquelles je vais revenir de façon beaucoup plus opérationnelle au fur et à mesure de ma présentation. Concernant la pertinence du projet, l'évaluation des besoins réalisée préalablement à l'implantation du SIAM comportait 3 études principales, dont une afférente à des groupes de discussion qui a rejoint plus de 140 professionnels du terrain. Plusieurs d'entre eux nous avaient alors mentionné se sentir impuissants dans certaines situations où ils étaient convaincus que l'enfant avait été maltraité, mais qu'ils demeuraient réticents à divulguer. La première étape de notre travail a donc été de réaliser une revue des écrits scientifiques permettant de mieux documenter la nature des problèmes cliniques et pratiques associés à ces situations, ainsi que les solutions mises de l'avant au sein des différentes juridictions ailleurs dans le monde. Je vais aller un peu rapidement parce que Mireille vous a fait la mise en bouche tout à l'heure, mais vous savez qu'au niveau clinique, les études estiment qu'environ 10 à 15% seulement des situations où un enfant est abusé sexuellement seraient signalées aux autorités par les enfants eux-mêmes. Et que l'absence de divulgation ou une divulgation tardive ou même une divulgation partielle, provisoire ou graduelle sont des phénomènes courants. De plus, malgré l'apport du protocole NICHD, on estime qu'environ un tiers des enfants interrogés ne divulgueront pas au cours d'une seule entrevue, même en présence, dans certaines études, de preuves médicales, d'aveux ou de vidéos filmant les abus, et que ce taux de non-divulgation pourrait aller jusqu'à 50% dans des situations où l'enfant n'a pas déjà révélé à quelqu'un d'autre avant l'entretien formel. Les écrits récents considèrent désormais, vous le savez sûrement, la divulgation comme un processus interactionnel de dialogue entre l'enfant victime et son environnement, qui se situe sur un continuum qui va de l'ignorance par l'enfant que les actes qu'il a subis sont abusifs, au déni, puis à un dévoilement partiel, pouvant ou non conduire jusqu'à un dévoilement soit formel ou informel. Un processus interactionnel complexe, influencé par plusieurs facteurs qui agissent en synergie les uns avec les autres. Ces processus présentent de nombreuses similitudes entre les différentes formes de maltraitance affectant les enfants. On peut voir que la rétention par l'enfant de son secret peut, par exemple, lui servir de stratégie de régulation émotionnelle ou même se révéler une excellente stratégie de protection pour un enfant qui évolue dans un contexte de vie aversif. En ce sens, forcer un enfant à parler s'avère contre-productif à tous les niveaux. Sans exclure cependant le fait qu'un enfant réticent pourrait ne pas avoir été victime, il demeure essentiel de comprendre et de situer la déclaration d'un enfant relative à une divulgation partielle ou à une réticence dans un tel processus dynamique et interactionnel avec son environnement. Comme vous le savez, et comme Mireille l'a abordé tout à l'heure, beaucoup de travail a été fait par les chercheurs pour documenter l'effet du protocole NICHD, ce qui a conduit à sa révision. La révision encourage, entre autres, et je reviens un petit peu sur ça, à prendre davantage de temps pour instaurer un lien de confiance avec l'enfant, au lieu de devenir plus directif, suggestif ou de faire pression sur l'enfant, en prolongeant la phase déclarative ou même en reportant l'entrevue si nécessaire. Alors, dès qu'on pense clore et reporter un entretien d'investigation, on entre dans une zone qui nécessite une attention particulière au plan de l'organisation des services. Pourquoi? D'une part, parce que l'entrevue d'investigation étendue se doit d'être un processus planifié et systématique pour mener plusieurs séances d'entretien avec le même enfant par le même évaluateur,
dans le but de recueillir des informations sur les allégations de mauvais traitements infligés à un enfant. L'évaluation initiale du programme SAFE à Toronto, dont nous nous sommes entre autres inspirés, a démontré l'utilité des entretiens étendus en contexte canadien. SAFE suggère que 3 séances d'entretien avec l'enfant, donc 4 au total avec l'entrevue préparatoire effectuée auprès du parent, constituent un équilibre adéquat entre le fait de fournir davantage de possibilités à l'enfant réticent de divulguer et le respect des droits procéduraux de l'agresseur présumé. Certaines études effectuées dans d'autres juridictions de common law suggèrent que les entretiens étendus auprès de l'enfant au fil de ceux-ci conduisent à l'obtention de détails nouveaux et pertinents pour l'enquête, sans impact négatif apparent sur l'admissibilité de son témoignage ou de la vidéo à titre de preuve devant les tribunaux. Rappelons aussi, comme je l'ai déjà mentionné, qu'un des premiers éléments incontournables dans notre programme est que toutes les séances d'entretien doivent être menées par un enquêteur de police dans un contexte de rareté des ressources. De plus, étendre les étapes du NICHD révisé sur plus d'une session entraîne de facto des répercussions sur la prestation des services fournis dans le cadre de l'entente multisectorielle, processus que l'on ne peut pas contourner au Québec. Également, il faut considérer que cela engendre des coûts additionnels importants et oblige la disponibilité de plusieurs ressources humaines spécialisées, rares et sollicitées. Or, notre projet se devait d'aborder ces problèmes. Voici le schéma de les toutes premières étapes, de la trajectoire de référence au SIAM au moment de la prise en charge de l'enquête suite à une situation signalée aux autorités, telle qu'elle a été proposée à notre équipe de projet au début de nos travaux. On peut illustrer la nature du travail que nous devions faire sur le sujet avec notre équipe par les choses à proposer dans la boîte bleue de ce schéma, à proposer et à construire. Surtout à construire et à proposer ensuite aux décideurs. On savait aussi que quelques modèles de programmes d'entrevue étendus repèrent et réfèrent directement les enfants susceptibles d'en bénéficier dès leur arrivée dans un CIC. D'autres modèles réfèrent les enfants uniquement après un premier entretien non suggestif standard qui s'est avéré non concluant, alors que des doutes sérieux existent sur le fait que l'enfant ait pu être victime de sévices. Le NCAC, quant à lui, recommande un mécanisme de référence hybride, ce qui s'avère très pertinent pour le SIAM, parce que dès le signalement aux autorités, chez nous, la situation d'un enfant sera discutée rapidement au triage, le processus qui est illustré dans le haut de cette figure. Généralement, à ce stade, l'information est encore insuffisante pour savoir si oui ou non une entrevue d'investigation prolongée semble pertinente. Nous avons donc fait cette première proposition avec mécanisme de référence hybride au tout début des rencontres de travail. Il nous a fallu 8 rencontres avec notre équipe pour aboutir à une première proposition ou une première mouture de modèle final. Le processus est que j'ai préparé tout le contenu et les ordres du jour de chacune de ces réunions où 3 à 5 questions controversées ou encore caractéristiques spécifiques du programme à établir étaient discutées. L'enquêteuse ou l'enquêteur, Sandra Labrec et moi-même avons agi en tant que modératrice et toutes les décisions ont été prises entre les participants ou avec les participants par consensus. Chacune des décisions ainsi approuvées ont ensuite été présentées à Mireille, par Sandra et moi, quelques jours après chaque réunion pour une double validation scientifique. Les ajustements proposés, le cas échéant, furent à nouveau présentés pour être entérinés par les membres de l'équipe de travail à la rencontre suivante, avant d'être considérés comme un consensus final. Nous avons ainsi développé et écrit le programme pièce par pièce, incluant des outils pour soutenir tous ces processus.
Concernant les critères de référence, notre programme cible l'enfant qui refuse de divulguer ou qui divulgue de façon partielle en présence de preuves venant corroborer l'abus. Les situations où les faits allégués restent non résolus, mais qu'une forte probabilité d'abus est suspectée par l'équipe multidisciplinaire. Certains enfants d'âge préscolaire qui n'ont pas dévoilé à un tiers au préalable. Certains enfants présentant des limitations, handicap physique ou intellectuel ou un trouble du développement, et les enfants polyvictimisés, victimes de trafic humain ou qui ont pu faire l'objet de menaces. À titre d'exemple des postulats de base, mentionnons le fait que les entretiens doivent avoir lieu dans un très court laps de temps, idéalement le même jour, ou encore le fait que les membres de l'équipe de projet qualifient l'ensemble de la démarche comme un processus qui est et doit demeurer multidisciplinaire du début à la fin des entretiens prolongés. En conséquence, les tâches associées à la collecte d'informations auprès des différents acteurs, à la vérification des éléments factuels de la situation, aux interventions à faire auprès du parent gardien et aux interviews à réaliser auprès de l'enfant sont planifiées et partagées en équipe multidisciplinaire. Les rôles ainsi partagés doivent être définis en consensus et bien compris de chacun des membres de l'équipe. L'idée étant que tous unissent leurs forces pour travailler de façon intégrée et complémentaire dans le cadre des différentes enquêtes concurrentes, c'est-à-dire à la fois l'enquête criminelle et l'enquête civile en protection de la jeunesse, et ça dès le début du processus. Un autre postulat de base important non écrit ici, mais clairement mentionné dans les documents de programme, est celui lié à l'intérêt supérieur de l'enfant, de le référer ou non à une entrevue d'investigation qui s'étend sur plus d'une séance. C'est une question qui doit continuer de préoccuper les membres de l'équipe multidisciplinaire à chacune des étapes. À la fin de nos 8 rencontres, il en a résulté la première ébauche d'un modèle d'entrevue étendue adapté à la trajectoire du SIAM, appuyé par la création d'outils de soutien au processus impliqué. Par exemple, les modalités de référence que je vous ai présentées tout à l'heure, une liste de vérification ou checklist pour la cueillette des données et la préparation des entretiens, un formulaire d'engagement du parent gardien et un modèle de rapport pour consigner les consensus pris en réunion ou conférence téléphonique entre les professionnels de l'équipe multidisciplinaire terrain dédiée à la situation concernée. Car les gestionnaires qui font le triage ne sont pas nécessairement les mêmes cliniciens ou policiers ou avocats ou professionnels terrain qui vont être dédiés à la situation, à chacune des situations cliniques par la suite. Ensuite est arrivée l'étape de faisabilité. Alors nous avons décidé de tester le modèle où on débute en général les phases de faisabilité en allant revoir les équipes terrain. Donc, juste avant la pandémie, nous avons eu le temps d'aller visiter à nouveau toutes nos équipes d'enquêteurs, des 3 corps de police dédiés aux situations d'agression sexuelle auprès des enfants, les équipes de travailleurs sociaux et l'équipe des avocats du bureau du DPCP ou du procureur de la Couronne, afin de leur présenter et de discuter avec eux de la première proposition de modèle. Dès là, nous avons eu à ajuster le tir sur 3 nouveaux éléments importants. Premièrement, le fait qu'il fallait proposer une autre étape avant de référer l'enfant à une entrevue prolongée. Une étape d'analyse minutieuse de la situation visée et des vidéos enregistrées existantes, lorsque c'était le cas, afin de s'assurer qu'il semblait toujours dans l'intérêt supérieur du ou des enfants concernés de les référer vers un mécanisme d'entrevue étendue. Donc, on parle ici de situations complexes. De plus, il fallait prévoir une façon de planifier en équipe multidisciplinaire une collecte de données supplémentaires pour soutenir l'intervieweur dans les situations les plus complexes. Deuxièmement, nous devions réfléchir et proposer un moyen d'encore mieux concentrer l'expertise et les connaissances nécessaires pour utiliser le protocole NICHD révisé, qui était et est toujours, en raison de la pandémie, en cours de déploiement au Québec. En tout cas, dans le territoire du SIAM. Ainsi,
tous les enquêteurs n'avaient pas encore reçu les formations quant à sa mise à jour. Il fallait également penser à proposer un plan de transférabilité de toutes les compétences qui avaient été développées par les membres de l'équipe de projet. On a donc désigné, dans chacun des 3 corps de police, 1 à 2 enquêteurs à titre d'enquêteurs désignés EDI pour entrevue développementale d'investigation étendue en français. Ce dernier enquêteur doit être formé au protocole NICHD révisé ou avoir été mis à jour. C'est un enquêteur d'expérience au sein de l'équipe qui bénéficie d'une bonne crédibilité auprès de ses partenaires. Il soutiendra l'analyse du dossier par l'équipe multidisciplinaire ainsi que son collègue en charge de l'enquête sur la situation d'agression jusqu'à la fin des entretiens étendus. L'enquêteur désigné EDI participe à toutes les réunions ou conférences téléphoniques multidisciplinaires jusqu'à la fin de la réalisation des entrevues. Là, on parle de l'équipe multidisciplinaire terrain qui est dédiée à la situation spécifique. C'est également cet enquêteur ou enquêtrice désignée EDI qui mène les entrevues d'investigation auprès de l'enfant et non l'enquêteur responsable de l'ensemble de l'enquête. L'enquêteur responsable du dossier, quant à lui, sera localisé de l'autre côté du miroir unidirectionnel de la salle d'entretien. Il devient en langage NICHD ou en langage policier le backup. Je mets ça entre guillemets parce que même nos policiers enquêteurs en français parlent de backup. Il est présent avec d'autres membres de l'équipe multidisciplinaire, dont le Child Advocate, le travailleur social en protection de la jeunesse, un représentant de garde du bureau du procureur général, le DPCP qu'on dit au Québec, et un avocat du contentieux jeunesse lorsque cela est possible. Mentionnons que les locaux du SIAM permettent que les avocats n'aient pas à entrer en communication ou en contact avec la clientèle tout au long de l'enquête policière, tant que l'enquête policière n'est pas terminée. Mentionnons aussi que le rôle du Child Advocate est essentiel pour assurer le respect des critères de référence, soutenir les réunions ou conférences téléphoniques de l'équipe multidisciplinaire et assurer sa cohésion, et pour assurer le suivi des situations. Jusqu'à l'arrivée de la pandémie, nous avions considéré 9 situations, dont 3 ont conduit à la réalisation d'entretiens prolongés à ce jour. Dans ces dernières situations, seules 2 séances d'entretien ont été réalisées avec l'enfant. Par contre, les travaux ont repris. Et même tout de suite après le webinaire, nous avons été conviés à une autre discussion, la discussion d'une prochaine situation. Donc, les choses reprennent, mais on se croise les doigts avec cette histoire de deuxième vague. Ce qui est important de dire à ce stade-ci, c'est qu'on a constaté que ces processus intermédiaires dans les boîtes beige ou les boîtes rosées, dépendant de comment ça sort sur vos écrans, donc, ces processus-là que nous avons ajoutés, qui sont tous des éléments de filtrage et d'analyse en commun par l'équipe multidisciplinaire de l'ensemble des faits et informations pertinents aux enquêtes concurrentes, sont considérés comme extrêmement précieux par les membres des équipes multidisciplinaires terrain qui ont expérimenté le processus à ce jour. Et ce, que la décision ait ou non été prise en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, de procéder à des entretiens prolongés. Donc, même en l'absence d'entretien étendu, en bout de ligne, la démarche s'avère fructueuse et mobilisatrice face à des situations autrement lourdes et difficiles pour les intervenants. Par exemple, dans une situation, il y a des éléments de preuve complémentaires qui pouvaient être obtenus moyennant un mandat de perquisition et en partageant les informations, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient obtenir ce mandat. Donc, on n'avait pas à retourner ou à reprendre des entrevues auprès de l'enfant pour avoir les détails qui manquaient de façon à être en mesure de porter des accusations. Mais c'est parce que les gens ont réussi à se parler en commun. Après, dans ce cas-là, je crois que c'était une première entrevue qui s'était avérée non concluante. Dans d'autres cas, elle va permettre ces réunions-là, donc en l'absence d'entretien étendu ou les discussions de cas ou ces processus d'analyse soignée supportés par des outils concrets,
vont permettre aux membres de l'équipe multidisciplinaire de rester à l'affût de nouvelles verbalisations de l'enfant susceptibles de survenir ultérieurement, comme il est recommandé en tant que bonne pratique dans les écrits scientifiques, surtout compte tenu du fait que le processus de dévoilement, c'est un processus. Le dévoilement comme tel est considéré comme un processus dynamique. En fait, je vous dirais que les processus des boîtes rosées, ça fait beaucoup de processus dans les mêmes paragraphes, je suis désolée, mais on se comprend. Donc, ce qui est dans les boîtes rosées constitue le cœur du projet, car ils permettent de dénouer auprès des intervenants, et c'est ça qui est important, la plupart des résistances, impasses ou controverses mentionnées plus tôt dans ma présentation, face aux enfants qui ne divulguent pas ou aux entretiens étendus en contexte d'enquêtes médicaux ou psychojuridiques, dont une chose que j'ai pas mentionnée, mais entre autres la grande part, là, que parce qu'on interroge un enfant puis qu'on étend le processus sur plus d'une séance, il y a danger de contamination. Alors, il faut dénouer le mythe que lorsqu'on procède toujours avec des techniques qui sont non suggestives, ben, au contraire, on fournit davantage de chances à l'enfant de pouvoir divulguer et être protégé. Alors, je vous dirais qu'il nous reste toutefois la difficile et délicate tâche de s'assurer que ces perceptions positives n'engendre pas de conséquences négatives au plan judiciaire, entre autres pour l'admissibilité des déclarations des enfants en preuve. Pour ce faire, seul un suivi rigoureux de plusieurs situations au long cours permettra de le constater au fil du temps. Cela permettra également de dresser un profil des caractéristiques des situations référées et de celles ayant ou non débouché sur la réalisation d'entretiens prolongés. Finalement, nous procéderons à un sondage permettant d'évaluer les perceptions des enquêteurs et des autres professionnels, travailleurs sociaux, avocats, procureurs de la couronne, etc., ayant été impliqués dans les situations terrain que nous avons observées et que nous pourrons suivre au fil du temps. Ensuite, il sera possible d'émettre des recommandations plus précises aux décideurs à titre d'évaluateurs de programme. Alors voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première partie. Là, je vais sortir de mon partage d'écran pour retourner voir les questions. Une petite minute. Je ne sais pas, Mireille, si tu as pu regarder si des questions étaient entrées. Oui, effectivement, il y a 2 questions qui sont rentrées sur la partie que j'ai présentée. Parfait. La première demandait quand a été rendue disponible la version révisée. Je vous dirais que les premières études qui ont été publiées sur la version révisée datent de 2014, mais l'ouvrage de Michael Lem, dans lequel le protocole est expliqué de façon plus détaillée, est paru à la fin de l'année 2018. Donc, c'est quand même relativement récent. Par exemple, au Québec, nous, on vient de commencer cet automne les formations à la méthode révisée et on a organisé une mise à niveau pour les enquêteurs qui étaient déjà formés sur le terrain, puisqu'au Québec, tous les enquêteurs travaillent avec le protocole du NICHT. L'autre question portait sur comment on pourrait aborder avec un enfant qui n'a pas le sentiment que quelque chose de mal ou d'inadéquat lui est arrivé. Donc, quel genre de questions on pourrait lui demander. Le protocole niche prévoit certaines questions du type est-ce que, effectivement, qui vont plus dans le sens de est-ce que tu penses que quelqu'un a fait quelque chose qui n'était pas bien? Est-ce que tu penses que quelqu'un a fait quelque chose qui t'a rendu mal à l'aise? Et si l'enfant a tendance à ne pas répondre ou nous dit il s'est passé quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose de mal, bien, je pense qu'on peut tout simplement lui aller en lui demandant mais dis-moi plus sur ce qui s'est passé. Moi, je suis intéressée à savoir ce qui t'arrive. Donc, même si ce n'est pas quelque chose de mal, j'aimerais ça que tu m'en parles plus. Et le protocole prévoit que si on n'a pas de révélation de la part de l'enfant, on pourrait utiliser une intervention qui est suggestive, mais qui décrit les gestes qu'on a. Donc, sans nommer qui est l'agresseur, ça c'est vraiment très important. On pourrait dire à l'enfant, j'ai entendu dire qu'à tel endroit, tu as eu, par exemple, j'ai entendu dire que quelqu'un t'avait demandé de toucher à son pénis. Parle-moi plus de ça. Donc,
on pourrait suggérer les gestes, peu importe le fait que l'enfant considère que les gestes sont graves ou pas, et on pourrait utiliser certaines des interventions de soutien que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Tu sais, moi, mon rôle, c'est de savoir quand il arrive des choses aux enfants, même si ce n'est pas des mauvaises choses. Des fois, ça peut être important pour que tu puisses me dire s'il y a des choses qui te sont arrivées. Mais comme je vous dis, c'est sûr, c'est une situation qui est un peu plus délicate et qui demanderait idéalement, si l'enfant a mentionné quelque chose, tout simplement d'essayer de le faire parler de cette chose-là en lui disant qu'on n'a pas à juger si c'est bien ou mal, mais qu'on est intéressé à savoir les choses qui arrivent aux enfants. C'est une belle réponse complète, Mireille, merci. C'est très intéressant. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont entrées. Et puis aussi, peut-être mentionner aux participants, comme Pearl nous le disait, que les gens peuvent nous contacter par courriel s'ils ont des questions après la présentation et s'ils veulent obtenir plus d'informations. On a encore 2-3 minutes. Oui. Donc, si vous voulez prendre le temps d'écrire une question, ça va nous faire plaisir d'y répondre. En espérant que le tout était clair pour vous et que le débit n'était pas trop rapide pour la traductrice, je veux vous remercier de votre participation à ce webinaire et comme Daniel le dit, si jamais il y a des questions qui vous viennent à l'esprit après coup, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Oui, bonjour.